Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, le point sur la pandémie de Covid-19 avec notamment les dernières mesures adoptées sur le continent africain. Covid-19 ou pas, le Burundi tient à aller aux urnes. La campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai a débuté ce lundi. Également dans ce journal, les efforts du HCR pour protéger les personnes vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre face au nouveau coronavirus. Course à la Maison-Blanche, la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, adoube officiellement Joe Biden, le candidat démocrate pressenti pour l'élection du 3 novembre. Retour également sur la mesure anti-immigration annoncée la semaine dernière par Donald Trump. Nous aurons les explications d'un analyste. Une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons au Burundi où la campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai a débuté ce lundi dans un climat de défiance à l'égard du gouvernement pour sa gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus et la répression de l'opposition. Les autorités n'ont prévu pratiquement aucune mesure de protection spécifique pour les rassemblements électoraux, alors que le pays a recensé officiellement 15 cas de nouveau coronavirus, dont un décès. 7 candidats sont en course pour la présidentielle, dont le général Evariste Ndayishimiye est considéré comme l'héritier du président Nkurunziza. Son principal adversaire est le leader historique de l'ex-rébellion Hutu des FNL et candidat du parti Conseil national pour la liberté CNL, Agathon Rwasa. Ailleurs sur le continent, les autorités ivoiriennes ont annoncé le port du masque obligatoire dans tous les transports routiers et maritimes. Toute violation de ces dispositions sera passible de 10 jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 francs CFA. Au Mali, le ministre de la Santé, Michel Sidibé, a déclaré qu'il est important de ne pas exclure de tester certaines plantes traditionnelles sur des cellules infectées par le nouveau coronavirus. Ces propos arrivent suite à la première commande du potentiel remède de Madagascar faite par le Sénégal. Malgré le risque de la propagation du nouveau coronavirus en Guinée-Bissau, les habitants affichent des niveaux de préoccupation mitigés en ce qui concerne les mesures de distanciation sociale. Sur les principaux marchés de la capitale, des efforts sont faits pour sensibiliser au maximum la population de ce petit pays d'environ 1 800 000 habitants. Plus de détails avec Blanche Sano. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé jeudi dernier reconnaître Umaru Sissoco Embalo comme président de la Guinée-Bissau après 4 mois de blocage post-électoral. La sortie de cette crise politique intervient au moment où le pays fait face à la menace du Covid-19. Dans les rues de Bissau, la capitale, certains habitants sont de plus en plus inquiets. Nous n'avons pas assez de masques, mais il y a des gens qui utilisent des foulards pour se protéger. Pour moi, tout est assez bien organisé, mais il va falloir faire un effort de sensibilisation pour que les gens coopèrent mieux, pour qu'ils comprennent que c'est pour leur bien. Pendant que certains respectent les mesures imposées pour se protéger de ce nouveau coronavirus, d'autres ne croient tout simplement pas à l'existence du virus. Je porte un masque pour me protéger de la poussière, pas du virus. Je n'y crois pas. Je l'utilise car je vais aussi rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Je n'utilise pas de masque parce que j'ai un problème de palpitation cardiaque. Face aux défis du nouveau gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'OIM a décidé de renforcer son soutien en mettant l'accent sur la communication des risques. L'agence a également formé au moins 125 chefs de communauté pour renforcer la sensibilisation locale aux principales mesures préventives et assurer une sécurité sanitaire sur le plan national.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR intensifie ses efforts en Afrique de l'Ouest et du Centre afin de protéger les personnes vulnérables face au nouveau coronavirus. La pandémie a entraîné la fermeture des frontières et a ajouté une pression accrue sur les systèmes de santé. Le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR, multiplie donc les actions pour garantir l'accès à la sécurité des déplacés tout en essayant d'atténuer les effets de la pandémie dans cette partie de l'Afrique. Thierry Kaoré. Dans le camp de réfugiés d'Agoja au Nigeria, où résident plus de 57 000 réfugiés camerounais, le HCR travaille avec les autorités locales pour améliorer l'accès aux services de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène afin de protéger les réfugiés et les communautés d'accueil. Des bornes fontaines et des dispositifs de lavement ont été installés ici pour permettre à ces déplacés d'appliquer les mesures sanitaires et d'éviter d'être contaminés. La chose est réelle. En fait, ils ont même placé des seaux d'eau ici pour que nous nous lavions les mains et fassions très attention à ne pas sortir et rester à l'intérieur. Au Niger, le HCR a formé des couturiers pour fabriquer des masques pour les réfugiés et les communautés locales. Au Mali, les campagnes de lutte contre les violences sexuelles et les programmes de sensibilisation sur les droits humains et la protection sociale sont temporairement suspendus afin de limiter les rassemblements publics. Selon le HCR, l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte le plus grand nombre de personnes déplacées sur le continent, avec 5,6 millions de déplacés internes, 1,3 million de réfugiés, 1,4 million de rapatriés et 1,6 million d'apatrides. 21 pays de la région ont jusqu'ici signalé des cas de Covid-19 pour un total de plus de 5000 cas confirmés et d'une centaine de décès depuis la première détection le 28 février. L'agence prévient tout de même que l'absence d'efforts concertés et coordonnés pourrait conduire à une catastrophe humanitaire avec une forte augmentation du nombre de personnes touchées. Comme ailleurs dans le monde, ces pays ont officiellement imposé à divers niveaux des restrictions aux mouvements internationaux. Bien que ces restrictions liées au Covid-19 ne visent pas spécifiquement les réfugiés et les demandeurs d'asile, le HCR redoute leurs conséquences pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale. La pandémie de Covid-19 continue de se propager en dépit des signes positifs observés dans certains pays. L'Iran a annoncé ce lundi avoir enregistré près d'1 millier de nouveaux cas de contamination dans les dernières 24 heures, une baisse donc par rapport au bilan antérieur. Par contre, les autorités iraniennes annoncent aussi une remontée significative des décès dus au Covid-19. En ordre dispersé, les pays européens ont amorcé un déconfinement complexe. Pour la première fois depuis un mois, les Espagnols de moins de 14 ans ont pu sortir de chez eux. Le gouvernement français, lui, présentera demain devant les députés son plan de déconfinement qui devrait commencer le 11 mai. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le maintien du confinement alors que le pays essaye de contenir davantage l'avancée du Covid-19. Monsieur Boris Johnson lui-même a été touché par la maladie. Il vient à peine de reprendre ses activités. Ici, aux États-Unis, les stocks ont ouvert en hausse à Wall Street ce lundi, alors que les gouvernements du monde entier se préparaient à lever progressivement donc les restrictions qu'ils imposaient aux entreprises pour essayer donc de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Il faut souligner que les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 avec un peu moins d'1 million de cas de contamination et près de 55 000 décès selon un bilan établi ce lundi. Par ailleurs, les autorités sanitaires des États-Unis et du Canada ont mis en garde contre l'utilisation sans contrôle des médicaments, notamment des médicaments antipaludéens, chloroquine et hydroxychloroquine pour prévenir une infection au Covid-19 ou la traiter. Enfin, certains États ont amorcé un déconfinement programmé, notamment dans le sud du pays. Nous restons aux États-Unis où mercredi dernier, le président Trump a signé un décret suspendant une partie de l'immigration, plus précisément l'octroi de certaines cartes vertes.
L'annonce s'est faite avec beaucoup de confusion autour de la teneur et de la signification du décret. Pour comprendre les raisons de cette décision et ses implications, Dilidico a contacté Brett Bruyenne, il est président de Global Situation Room. Il explique de quoi il s'agit concrètement. Suivons. Il s'agit d'un acte politique. C'est pas forcément pour répondre aux crises sanitaires, aux crises économiques. C'est une décision que le président Trump a prise pour s'aider avec sa campagne présidentielle. Il y a une élection ici aux États-Unis en novembre et sa première priorité, c'est la réélection. Quelles vont être les implications de ce nouveau décret présidentiel? L'impact, on va voir surtout avec les gens qui étaient, leur cas était en train d'être considérés par les ambassades en Afrique, les ambassades américaines. Et pour l'instant, on ne peut pas continuer avec ce processus. Il faut attendre pour l'instant 60 jours, mais j'ai une préoccupation que, en fait, l'intention du président, c'est de prolonger cette délai jusqu'à novembre ou même jusqu'à l'année prochaine. Le président avait dit lors de sa conférence de presse que ce décret va garantir que les Américains au chômage seront les premiers à trouver un emploi dès la réouverture de l'économie américaine. Est-ce que l'application de ce décret va réellement permettre de pallier un taux de chômage très élevé? En réalité, cet décret aura aucun impact sur l'économie, sur le chômage, parce que les gens qui viennent pour l'immigration auront soit des familles avec lesquelles ils vont rester, ils n'ont pas la même nécessité d'avoir un emploi immédiat. Et deuxièmement, sont les gens qui vont avec un emploi en main. Et puis, course à la Maison-Blanche, le candidat démocrate Joe Biden bénéficie maintenant du soutien officiel de Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre des représentants a en effet déclaré dans un message vidéo: aujourd'hui, je suis fier d'apporter mon soutien à Joe Biden dans la course à la présidence des États-Unis car je crois qu'il ferait un président extraordinaire. Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, n'a pas encore été officiellement investi par le Parti démocrate. Il faudra pour cela attendre la convention qui devrait en principe se dérouler au mois d'août. Mais il est le seul candidat encore en liste depuis que son rival Bernie Sanders a annoncé arrêter sa campagne au début du mois d'avril. Une grande majorité des caciques du parti ont apporté leur soutien à Joe Biden pendant les primaires démocrates. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Lyndon, de retour avec vous.
Et nous ouvrons cette deuxième partie par notre segment consacré à la technologie. Aujourd'hui, comme chaque lundi, Arzuma Compaoré revient sur les dernières retrouvailles tech sur le continent et ailleurs. Bonsoir Arzuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans notre série d'interviews avec ces acteurs de la technologie en Afrique qui décident de s'engager dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claude-Édouard Oussou. Il est gabonais, il est présentement à Libreville. Claude, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous avez décidé de vous engager dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19? Aujourd'hui, notre plateforme est une plateforme web qui s'appelle Scientia. Nous travaillons exclusivement sur le web aujourd'hui et nous sommes en train de pénétrer aussi le SMS, de telle sorte que même les élèves qui n'ont pas accès à la connexion Internet puissent, grâce tout justement à la technologie USSD, recevoir les cours et interagir avec l'école, l'enseignant, grâce tout justement à la technologie USSD qui est disponible sur tout type de téléphone aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon a le pire taux d'échec scolaire au monde, selon la Banque mondiale, et toujours selon la même Banque mondiale, ce taux d'échec élevé est dû principalement à deux fléaux, du moins deux faits. Le premier, c'est le manque d'infrastructures, et le deuxième, c'est le manque de suivi scolaire de qualité. Donc nous, on ne pouvons pas se substituer à l'État par rapport à la construction d'établissements. Nous nous sommes positionnés sur le suivi scolaire, et donc nous avons donc créé la plateforme qui permet d'avoir un suivi scolaire pointilleux sur chaque membre, sur chaque partie prenante de l'éducation, en partant de l'élève, l'enseignant, le personnel administratif, l'administration et même le ministère de l'Éducation nationale. Chacun a un compte où il reçoit toutes les informations pertinentes à propos de la scolarité. Donc l'élève, par exemple, reçoit les cours, il reçoit les devoirs à faire à la maison, le calendrier des cours, le calendrier des devoirs, les notes aussi, et puis les remarques des enseignants. À son tour, il peut rendre ses exercices depuis la plateforme, de poser des questions à l'enseignant par rapport aux cours qu'il vient de recevoir, ainsi de suite. L'enseignant a la gestion de ses classes, la gestion de ses élèves et le suivi pluriannuel de chacun de ses élèves. Donc, il a une très bonne visibilité par rapport au niveau de chaque élève et par rapport au parcours scolaire de chacun de ses élèves. L'administration a une vue sur le travail des enseignants, sur le travail des élèves, sur la gestion administrative de l'établissement, sur les performances de l'établissement, les performances des élèves et des enseignants, et donc a les outils, les statistiques nécessaires pour prendre les meilleures décisions au quotidien. Et le ministère, naturellement, a une vue sur tous les établissements, avec naturellement les statistiques, mais aussi une vue sur chaque élève individuellement, et peut avoir donc les statistiques sur chacun des élèves présents dans la circonscription qui est la sienne. Transposer l'éducation en ligne, en quelque sorte, c'est un nouvel apprentissage, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à faire cette éducation-là? Et comment est-ce que les élèves et les parents d'élèves, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Absolument. La vérité, c'est qu'au départ, ce n'était pas simple dans la mesure où les gens ne sont pas habitués tout justement à ces nouveaux usages. Donc, nous avons intégré des notions de gestion du changement dans notre stratégie de développement. Et l'une des choses que nous avons fait et qui nous a permis de prendre la main, c'est les alertes SMS. Okay? Donc, même si les parents, les élèves, les enseignants ne sont pas forcément connectés à leur téléphone ou bien connectés en ligne, à Internet, donc ils reçoivent des alertes SMS pour leur donner des informations pertinentes qui les concernent sur la scolarité. Ce qui fait que même si le parent, à un moment donné, est démissionnaire ou bien le parent a perdu de vue la scolarité de son enfant, chaque fois qu'il reçoit un SMS, il a l'information par rapport à ce que se fait son enfant à l'école. Et naturellement, en tant que parent, il est obligé de s'impliquer à nouveau dans le suivi scolaire de son enfant. C'est la même chose pour les enseignants, la même chose pour le personnel éducatif. Mon rêve pour l'Afrique, c'est que l'Afrique devienne la première source d'innovation mondiale. Que nous ne soyons pas simplement l'endroit où les gens viennent exploiter les ressources humaines parce que c'est ce qui est en train d'arriver, mais que nous soyons l'endroit où les innovations sortent, les productions sortent, où les jeunes, les cerveaux apparaissent, les cerveaux brillent. Et donc, que les gens, en fait, que nous apportions des solutions concrètes aux problèmes du monde. En fait. Monsieur Édouard Claude Oussou, merci beaucoup pour ce temps, cet entretien que nous avez accordé. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage et puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous.
Et c'est ainsi que Afrotech se referme pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Avec ou sans robot, prenez vos bagages et direction le Rwanda où les moyens de transport électriques sont en plein essor. De la voiture au mototaxi en passant par le vélo électrique, ces véhicules facilitent le déplacement à travers le pays. Pour le gouvernement de Kigali, il s'agit de moyens à la fois peu coûteux et respectueux de l'environnement. Jacques Aristide nous en dit davantage. Elles ont récemment fait leur apparition à Kigali. Des voitures électriques e-Golf circulent dans les rues de la capitale rwandaise avec moins de bruit de moteur. Le Rwanda est le premier pays africain où le constructeur automobile Volkswagen a introduit son e-Golf. Nadège Gadjou est responsable des ventes et du marketing chez Volkswagen Rwanda. Being the first African country with the electric Golf. Être le premier pays africain avec la Golf électrique est une fierté, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour le pays. Nous voulons être en avance sur les tendances, nous voulons protéger notre environnement, nous voulons améliorer la vie des gens. Make the lives better for the people. La compagnie allemande a également choisi le Rwanda pour tester son application mobile de l'autopartage Move, des véhicules électriques à réserver par téléphone portable. Elle compte environ 27 000 utilisateurs qui ont effectué plus de 70 000 trajets à la fin de l'année dernière. William Nyagakiza est l'un des clients. La e-Golf est une voiture qui est très silencieuse. Lorsque vous êtes dans la voiture, vous n'entendez aucun bruit qui vous dérange tout au long de votre trajet. Les importations d'essence comptent pour 12% de tous les produits importés par le Rwanda. C'est donc le plus gros produit d'importation. Une dépendance que le gouvernement entend réduire. C'est pourquoi des mototaxis électriques ont également été lancés avec des batteries rechargeables et interchargeables. Ces motos électriques sont fabriquées par la firme Ampersand. Josh Whale est son PDG et fondateur. Nos motos électriques pourraient remplacer jusqu'à 60% du parc automobile que constituent les taxis-motos au Rwanda, mais qui sont actuellement des motos thermiques. Il y a 160 000 opérateurs de mototaxis au Rwanda, des jeunes pour la plupart. Didier Ntabaré en fait partie et conduit déjà une moto électrique. La batterie de cette moto est moins chère. De nombreux passagers préfèrent ce véhicule. Il n'y a pas de pollution, pas de bruit. Et si la moto n'est pas pour vous, pourquoi pas un vélo électrique? Safimoto propose des scooters et des vélos électriques au Rwanda. Son directeur marketing, Umuhoza, est là Pamela. Nous n'avons pas assez de bus, ce qui nous a poussé à proposer ces scooters et ces vélos électriques. Leurs prix sont abordables et ils sont faciles à conduire. Pour l'heure, une centaine de scooters électriques et de vélos électriques sont utilisés à Kigali. Pour Chelsea Wemarika, 22 ans, ils sont très pratiques. Vous n'avez pas besoin de pédaler, vous l'allumez et vous n'avez qu'à utiliser les freins. Cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Le Rwanda tente de réduire la consommation de carburant et d'encourager les investissements privés dans les solutions de mobilité électrique dans le cadre d'une transition vers une économie plus verte d'ici à 2030. À une époque où le contact humain est considéré comme un danger pour la santé, les robots peuvent être plus utiles que jamais. De l'aide au magasinage à la sécurité des travailleurs de la santé, la pandémie de Covid-19 pourrait être le moment pour les robots livreurs de briller. Voyons cela dans ce reportage de Steve Baragona. Le récit est signé Arzuma Compaoré. Nourrir 24 000 familles, c'est la nouvelle mission de Pankaj Shah, un opérateur de safari au Kenya.
Avec la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays, le philanthrope et un groupe d'amis ont eu l'idée de rassembler des légumes destinés à l'exportation et maintenant abandonnés par manque de vol, ainsi que des chèques qu'ils offriront à la population des quartiers défavorisés. Plus de détails avec Blanche Sanon. Pakansha devrait normalement montrer aux touristes les sites touristiques du Kenya. Au lieu de cela, il dirige une campagne de bénévolat pour nourrir des milliers de familles nécessiteuses. La vie dans le bidonville est difficile. Les gens ont très faim, les gens ont besoin de nourriture. L'opération a commencé depuis le 22 mars et près de 24 000 paniers ont été distribués par les bénévoles de Cha. Après la fermeture des classes, les bienfaiteurs se sont installés dans une école pour apporter de la nourriture à plusieurs familles, dont celle de Monica. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu d'avoir envoyé ces bénévoles vers moi. Ils m'ont apporté de la nourriture. Que Dieu les bénisse et qu'il les protège contre cette maladie. Puissiez-vous toujours avoir un cœur de bonté. Pakansha appelle les Kenyans riches à faire également des dons afin de financer les paniers. Pour comprendre les motivations du guide de safari, il faut remonter à une petite histoire qui a eu lieu il y a 3 décennies. J'ai eu un léger accident avec la voiture de Mère Teresa. Ils avaient une vieille camionnette double cabine. La roue avant droite est sortie de la camionnette parce que c'était une très vieille voiture et elle est venue frapper la mienne. Donc je suis descendu pour constater et j'ai vu Mère Teresa dans cette voiture. Je l'ai invitée à monter dans ma voiture et je l'ai conduite à Aruma Home et c'est là que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. L'accident a amené une amitié improbable entre un homme d'affaires et une missionnaire de renommée mondiale qui s'occupait des pauvres. Pakansha dit considérer Mère Teresa comme la source de son inspiration et c'est là pour le restant de ses jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée.